On va débuter, on va commencer. Je vais me présenter. Alors, il y en a peut-être qui me connaissent. Bon, le nom est facile à retenir, hein, ici. Bah, il n'est pas là d'ailleurs, mais c'est Monsieur Bouchon. Je suis professeur au lycée Jean de la Taille. Vous m'avez peut-être vu dans les couloirs du lycée. Professeur de maintenance industrielle. Donc, je suis dans les ateliers. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un poilu. Hein, un poilu. On parlait de poilu aujourd'hui. Hein. Donc, Émile, c'était mon arrière-grand-père. Alors, c'est une partie de ma vie que je vais vous raconter. Alors, j'aime bien raconter ma vie, hein, vous allez voir. Alors, je vais commencer sur les chapeaux de roue. Alors, on commence en 2008. On commence en 2008. On va dire, on commence en 2008, c'est bizarre. On parle de la guerre 14-18, mais on commence en 2008. En 2008, avec ma femme, on est venu s'implanter dans la région, hein, donc dans le région centre, l'Eure-et-Loire, donc le département de l'Eure-et-Loire. Et dans le sud de l'Eure-et-Loire, le pays dunois, hein, du côté de Châteaudun. Ça, on est à peu près à environ 70 km de Châteaudun, entre Pithiviers et Châteaudun. J'aime beaucoup l'histoire. Alors, je me suis aperçu qu'autour de chez moi, il y avait plein de monuments. Il y avait des monuments partout. Je regardais les dates, je voyais 1870. Je me suis dit, c'est quoi, 1870? Donc là, moi, j'habite ici, hein, vous voyez là, et juste à côté, il y a un gros monument. Alors, tous ces monuments sont dédiés, hein, pour les morts et les batailles de la guerre de 1870. On va commencer par ça. Alors, la guerre de 1870, c'est une guerre qui a eu lieu entre ce qu'on appelait à l'époque le royaume de Prusse, hein, qui était dirigé par Guillaume I et Otto von Bismarck. Et donc ça, c'est pour la partie prussienne. Et le Napoléon III, le Second Empire, en France. Alors, à l'époque, l'Allemagne, vous voyez bien le drapeau. Hein, vous connaissez les couleurs du drapeau allemand? Oui. Oui, alors, est-ce qu'il y en a qui peut me dire là? Noir, jaune et rouge. Voilà, très bien. Ben ici, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes couleurs. On verra après aussi, il va changer entre temps. Donc là, ça s'appelle le royaume de Prusse. Alors le royaume de Prusse, on voit une carte de l'Europe en 1870, mais le royaume de Prusse, c'est en gros cette partie-là. L'Allemagne n'existe pas. En fait, c'est un morcellement de petites régions qui sont gérées par des souverains. Donc le comte de Bismarck, je vous ai montré en photo tout à l'heure, lui, ce qu'il souhaitait, c'était unifier toutes ces régions et en faire un pays entier. Donc, ici, il voulait faire une grande région, hein, il prenait la Bavière, une partie de la Pologne, et en faire un pays qui s'appelle l'Allemagne. Alors pourquoi la guerre? Pourquoi on s'est fait la guerre? Il faut savoir qu'on s'est fait la guerre en 1870. Alors ici, on a une petite carte qui nous montre qu'à l'époque, hein, c'est une carte un peu satirique, on nous montre la France qui regarde vers l'Est, hein, on voit le Prussien avec son casque à pointe, hein, et on voit une Espagne qui est en train de s'endormir. Le départ, c'est l'Espagne. Il faut savoir qu'en Espagne, il n'y a plus de roi, et donc il fallait en élire un. Donc Guillaume, le roi de Prusse, souhaitait prétendre au trône de l'Allemagne. Alors c'est un peu embêtant pour les Français. Pourquoi, d'après vous? Dis-moi. Pourquoi est-ce que c'est embêtant pour les Français? Si le roi de Prusse, il devient à la fois le roi de Prusse et roi d'Espagne. Oui. Parce que du coup, il aura une plus grande armée pour attaquer les Français, donc il pourra prendre la... Il y a ça, oui, et surtout... Ah, très bien, ouais. Ça ne plaît pas du tout à Napoléon III. Napoléon III va dire, au sud et au nord, il y a les Prussiens. Donc, je vais être pris un petit peu en étau. Donc, Napoléon III, à l'époque, c'est une personne assez malade, hein, 1870. Hein, et Bismarck aussi avait une tendance belliqueuse. Donc, belliqueuse, il voulait faire la guerre. Donc on voit ici la Confédération germanique du Nord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a Napoléon III, il a demandé au roi Guillaume Ier, lui a demandé de refuser au trône d'Espagne. Il lui a envoyé une lettre, il lui a dit ce que vous pouvez refuser. Il a envoyé un émissaire, une personne, et le roi Guillaume a été outré, il n'a pas été d'accord du tout, il ne voulait pas. Donc ça ne lui a pas plu, et il a trouvé ça offensant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un refus à Napoléon. Et c'est passé par les mains de Bismarck. Alors Bismarck, il était un peu roublard. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié le communiqué de renoncement tacite de Guillaume, et il l'a modifié de façon à ce que ça insulte un peu la France. Donc le 17 juillet 1870, la guerre est déclarée entre la Prusse et la France. Alors c'est une guerre qui n'a pas duré vraiment longtemps. L'armée française, elle est très fatiguée à l'époque, parce qu'elle fait des campagnes de colonisation en Afrique. Elle est très 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 mal équipée. Et en face, les Prussiens sont mieux équipés et plus nombreux. Donc les Prussiens attaquent dans plusieurs villes. On va essayer de faire vite sur cette partie-là. Pardon. Il y a la bataille de Sedan, où on a 80 000 Français qui sont prisonniers des Prussiens. Et puis et Napoléon III est prisonnier de Bismarck. Donc ce qui se passe, c'est que le 4 septembre, Napoléon III sort le drapeau blanc, 4 septembre 1870, et à Paris est proclamée la Troisième République. Voilà. Donc, Napoléon III est destitué de son trône. Il est déchu. Donc la Troisième République continue quand même pour montrer sa force. Alors il y a des batailles, toujours. Les batailles arrivent jusque dans notre région, jusqu'à Patay. Vous connaissez peut-être Patay, passe dans le Loiret. Donc les Prussiens envahissent ces territoires français. Ils arrivent dans la région du Noir en 1870. Donc, alors on n'a pas de photos pour l'époque, on a plutôt des tableaux. Et ici, on a plusieurs théâtres de guerre dans la région du Noir, donc à peu près à environ 60 km. Donc près de chez moi, il y a un endroit qui est très connu, qui s'appelle Logny-la-Bataille. Alors à l'époque ça s'appelait Logny, tout court, c'est devenu maintenant Logny-la-Bataille, où il y a un musée de la guerre de 70. L'armée française est rejointe par les zouaves pontificaux, qui arrivent en renfort. On déplore 5000 morts. Ici, je vous montre un petit peu pour vous situer. Bon, si vous pouvez, Pithiviers, on serait plutôt ici, je ne l'ai pas mis, on a Patay, on a Châteaudun, et on a plusieurs batailles. Des villes sont brûlées, comme la ville de Civry. Vous avez vu où les premiers diapositives que je vous ai montrés, il y avait un monument. Le monument, il est ici, en fait, parce que les deux villes ont été brûlées par les Prussiens. En fait, c'était une vengeance contre les francs-tireurs. Il y avait des gens qui tiraient sur les Allemands avec des fusils, des snipers, en fait, pour maintenant. C'est ça, on appellerait ça des snipers. Donc il y a un ossuaire, Logny-la-Bataille, où vous avez 5000 soldats qui reposent en dessous de la crypte de l'église. Comment? Oui, c'est un ossuaire, c'est des vrais soldats qui sont dans... C'est à 6 km donc de chez moi, c'est à peu près environ 50 km de Pithiviers. On a la bataille de Châteaudun, où Châteaudun va résister pendant 3 jours et va se rendre aux Prussiens le 18 octobre, d'où la place du 18 octobre. Savoir que Châteaudun sera une ville comme Verdun qui recevra la Légion d'honneur. Alors, les conséquences de la guerre 1870. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a en France une république, on change de système qui mène le pays. On n'est plus sous un empire. Le président de la République est Adolphe Thiers. Et qu'est-ce que vous voyez là? Ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il a réussi, Bismarck?
Oui. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la France? Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne? Ouais, quoi? Ouais, voilà, il n'est plus à nous. Ouais, il y a un petit bout ici, là. Voilà, donc on perd des régions. Hein, on perd des régions. Vous avez remarqué aussi le drapeau? Voilà, donc le drapeau, on ne sait plus le royaume prussien, ça devient l'empire allemand. Donc il y a un traité qui est signé, hein, qui s'appelle le traité de Versailles. Le traité de Versailles du 18 janvier 1871, hein, qui proclame le Premier Reich. Donc l'Alsace et la Lorraine sont cédées à l'Allemagne, à l'Empire allemand. Donc les pertes humaines. Là, on a une carte des départements de l'époque. Hein, vous voyez bien qu'on est amputé sur le côté. Alors ça, c'est un document qui date du début du siècle dernier, hein, qui fait état d'environ 139 000 morts du côté français, en comptant les villageois et l'armée, et 51 000 morts allemands. C'est assez approximatif quand même, d'après le document. Conclusion. Alors, d'après vous, dites-moi, est-ce que les Français sont contents? Non, pourquoi? Dites. Ouais, ils ont perdu des régions. Hein. Ils ont perdu l'Alsace, Lorraine, et il faut savoir que... Non. Conclusion, la guerre de 1870 subit comme une honte pour la France. D'ailleurs, on en parlait un petit peu en histoire. Moi, je me souviens, je m'en rappelle plus, c'était au lycée, on en parlait très rapidement, mais c'est pas quelque chose qu'on évoque beaucoup. Parce que c'est quand même vécu et toujours un petit peu comme une honte. Parce qu'on se prend une belle raclée et en plus de ça, on perd une partie de notre territoire. Donc on va avoir la Troisième République qui va entretenir un esprit assez revanchard, hein, contre cette humiliation. On va voir un petit peu après. Donc on va parler maintenant, dans le Berry, un futur poilu nommé Émile Bouchon. Alors le Berry, c'est au sud de la région Centre-Val de Loire, c'est à peu près le département de l'Indre et le Cher. C'est de là dont est issue la famille d'Émile. Donc c'est dans le département de l'Indre, pour vous situer. Et il y a deux communes, Maron et Saint-Cierge-Saint-Germain. Donc c'est les deux communes. Émile est né à Maron. Alors j'ai la date de naissance, ici. Il est né le 20 novembre 1888, hein, dans une petite commune berrichonne. Donc c'est le premier fils d'une fratrie de 3 garçons. Il y aura Raymond, et il y a aussi son petit frère Auguste. Donc ils vont tous les 3 à l'école. À l'époque, hein, c'est le début de l'école pour tout le monde. Qui a fait l'école pour tout le monde? Vous savez son nom? Non. Ouais, Jules Ferry, très bien. Alors voici des images de la commune de Maron, le château de Maron. Donc on a l'école de Jules Ferry, et Émile fait partie des premiers enfants issus de la paysannerie, à aller à l'école gratuite, l'école pour tous. Et parce qu'en effet, Émile, c'est la fratrie des 3 Bouchons. C'est une fratrie d'enfants ce sont des métayers. Alors, métayers, vous savez peut-être pas ce que c'est, métayers. C'était des agriculteurs qui travaillaient des terres, et qui, tout ce qu'ils gagnaient en argent, ils partageaient ça avec le propriétaire des terres. Voilà. Ils n'étaient pas propriétaires. Mais c'est une famille qui vivait correctement bien, qui n'était pas très malheureuse, ils vivaient bien. Donc, ils habitent dans un petit village, un petit hameau qui s'appelle le Bois du Pin. C'est à peu près à 1 heure à cheval, parce qu'à l'époque on se déplaçait à cheval, de Châteauroux-d'Éole. Alors c'est là qu'on rentre un petit peu plus on avance un peu dans le temps. Ici, on a le cahier d'Émile que vous pouvez retrouver ici sur le côté. Vous avez une partie qui a été scannée, hein, c'est son cahier d'école. On va regarder la date
du cahier d'école, ici c'est le 14 janvier 1899. Donc, c'est dicté. Alors, Émile, une dictée, je vais vous la lire. Dans un petit village du Haut-Rhin, un paysan avait un nid de cigognes sur sa maison. Il monta sur le toit et pendant qu'elles dormaient, il les orna de cocardes tricolores. Le lendemain, grand envoi dans le village. On s'assemble par groupe, on se montre les jeunes cigognes qui volent avec leurs insignes patriotiques. Les cigognes aussi, crie-t-on, restent françaises. Pauvres cigognes, la gendarmerie prussienne faillit leur faire un mauvais parti. Il était question de les fusiller. C'était un texte de Tissot. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? C'est une dictée, hein. C'est une dictée. Qu'est-ce qu'on essaye de faire aux jeunes? Oui. En fait, même après la défaite, ils continuent un peu à résister, mais de manière douce. En gros, en faisant des dictées. Oui. Jeune homme? Ils veulent leur redonner envie de retourner à la guerre pour gagner. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ils veulent leur donner envie de retourner à la guerre. Là, on a une dictée, il a 10 ans quand même. Hein. Donc on lui dit que la cigogne va se faire tuer par les Prussiens. Et la cigogne a la cocarde. Vous savez ce que c'est que la cocarde? Non. La cocarde, c'est quoi? Oui. Oui, alors de quelle couleur? Ah, pas rouge, ça c'est le coquelicot, ça. Bleu, blanc, rouge, oui. Vous savez. Donc voilà, la cigogne avait une cocarde bleu, blanc, rouge. Hein, donc on voulait la tuer, et c'était un Prussien. Donc là, on a une propagande anti-allemand qui commence à rentrer dans la tête des jeunes. Alors c'est des documents que j'ai récupérés aussi ça, sur Internet. Il y a des ouvrages, un Allemand, ça n'a l'air de rien, et cependant, ben, dans son cerveau, il y a de la férocité, de la destructivité, il y a du vol, bien sûr, hein, l'Alsace-Lorraine. Donc ici, on a des lignes qui sont écrites, hein, ayez toujours la haine des Allemands, et là, en bas, on a des petits-enfants alsaciens et lorrains qui chantent « Allons enfants de la patrie ». Donc ces petits-enfants alsaciens et lorrains qui ne sont plus français, qui sont allemands. Et surtout, voilà, l'Alsace-Lorraine, toujours perdue, ne l'oubliez pas. Donc on inculque à une génération un amour de la patrie et en même temps, quand même, malgré tout, une haine des Allemands. Alors, Émile va faire son service militaire. Il va aller le faire à Bourges. Il va intégrer le 95e régiment d'infanterie pour son service militaire. Alors, à l'époque, le service militaire, ça dure 2 ans. C'est une loi qui est votée au début du siècle dernier. Il est obligatoire pour tous les hommes. Ça, avant, il y avait, c'était différent. Là, on préparait les jeunes à la guerre. Donc, tous les hommes allaient faire le service militaire. Le Berrichon est libéré des drapeaux le 12 septembre 1911. Donc il quitte le 95e régiment en tant que sapeur 2e classe, avec son certificat de bonne conduite, que vous pouvez retrouver ici sur le côté, et un livre d'instruction théorique du soldat en poche, que vous retrouverez aussi sur le côté, hein, le vrai livre. Donc ici, là vous avez un extrait de l'état civil militaire d'Émile, où on a sa date de naissance, sous le lieu de naissance, la suite vous la verrez tout à l'heure, surprise, et on a sa description physique, hein, yeux noirs, etc. On voit avec le front ordinaire, la bouche moyenne, et ici on voit bien qu'on délivrait pour les soldats qui faisaient leur service militaire, hein, on leur délivrait un certificat de bonne conduite, c'était pour aller travailler, hein, pour prouver qu'ils avaient fait leur service militaire et qu'ils étaient de bons patriotes. Alors, on va un petit peu s'intéresser au livre théorique du soldat, hein, au cahier du soldat. Alors, il y a une partie, chapitre 10, il y a le jour de la mobilisation. Je vais vous lire un extrait. Il est intéressant. Le jour où la mobilisation sera ordonnée, ce sera le grand jour. Les cœurs pleins d'espoir devront se battre avec fierté. Donc,
dans le livre, déjà, on appelle à une mobilisation. On ne sait pas quand elle va avoir lieu, mais on va sûrement partir en guerre. Bon, Émile sort du service militaire, on a dit, et il se marie avec une jolie jeune femme qui s'appelle Georgette, Malessé, et elle est devant l'église de Maron, donc en 1913. Voilà. Donc on voit Émile ici, pas habillé en militaire, on le verra tout à l'heure habillé en militaire, et ça, son épouse. Alors on voit aussi la fratrie des poilus, des futurs poilus. Donc ici il y a 3 poilus. Hein. Ben, on a Émile, on a Raymond, le frère d'Émile. Bon, ils se ressemblent tous, hein, ils ont tous des moustaches, à l'époque c'était la mode. Et puis on a Auguste. Voilà. On a sa femme, et puis là ben, on a l'arrière-arrière-grand-père, qui a aussi une belle moustache, pas remarqué. Oui. Alors là, je pourrais pas te dire, mon garçon. Ça doit être des, je sais pas, je connais la partie gauche, mais la partie droite, je connais pas trop. Alors, la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Pourquoi la Première Guerre mondiale? Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale? C'est là qu'ils savent. Ah. Ah. Ton camarade, garçon, ouais. Il y a eu un meurtre du futur empereur. Oui, c'est pas, oui, t'es pas loin, ouais, c'est ça, oui, t'as bien tenu. Pour justement la prise de la Lorraine et de l'Alsace. Il y a eu ça aussi, bon, c'est pas mal. On a une carte de l'Europe. On constate qu'on a plusieurs empires. Hein. On a, en 1913, les États européens semblent vivre une paix fragile, hein, quand même. Hein. Il y a, en Europe, on a fait la révolution industrielle. Donc il y a quelques heures qui sont dues à des manifestations hein, en 1913. Et avec de grosses... c'est pas mal réprimé. Et on a aussi des États extrêmement puissants et des nations qui sont enfermées dans des États. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette carte-là, on ne voit pas la Pologne. On ne voit pas non plus la République tchèque. On ne voit pas la Slovaquie, etc., etc. Donc on a un empire allemand qui est là. On a l'empire russe. On a aussi l'Empire ottoman qui commence à s'écrouler tout doucement. On a la France et le Royaume-Uni qui sont des démocraties, on va dire, ce qu'on appelle des démocraties à l'époque libérales. Les dirigeants des grandes puissances. Alors, on a trois grandes puissances. On a George V, c'est l'Empire britannique. On a Guillaume, Kaiser, l'Empire allemand, et Nicolas II, le tsar de Russie. Alors il faut savoir que empereur, tsar et kaiser, ça veut dire empereur dans les différentes langues. Vous remarquez pas quelque chose hein? Ouais, il n'y a pas autre chose qui vous choque? Oui? Ils ont pas mal de médailles sur... Oh ouais, alors sur le physique on va regarder. Oui, alors regarde sur la balinette. Ils se ressemblent. Ah, ils se ressemblent. Ouais, un petit peu beaucoup quand même hein? Ah, vous n'êtes pas loin, ils sont pas frères. Ils sont cousins, ouais, ils sont tous les 3 cousins. Hein, c'est des cousins. Pourtant, ils vont organiser, la future guerre. Hein, donc, ils sont tous les trois cousins. À la tête de ces pays, on a des souverains, hein, parfois cousins. Ils représentent une aristocratie extrêmement conservatrice. Alors, en France, on en est où? En France, on a un président de la République, ces institutions de la Troisième République, qui s'appelle Raymond Poincaré, et on a un Premier ministre qui s'appelle Georges Clemenceau. Alors, que se passe-t-il? On a parlé d'un assassinat. Alors, l'étincelle. Il faut savoir que tout le monde est un peu énervé à cette époque-là. Ils ont envie de... Il y a une étincelle qui est provoquée. L'archiduc François Ferdinand de Habsbourg est assassiné par un nationaliste serbe, hein, Gavrilo Princip, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Alors il faut savoir que la Serbie, c'est une nation qui a peur d'être attaquée par l'Austro-Hongrie.
On revient sur notre carte. Ici, on a l'Austro-Hongrie là. La Serbie, elle est là. Et l'Austro-Hongrie a tendance un petit peu à vouloir attaquer les pays voisins. Oui. Autriche-Hongrie ou Austro-Hongrie, c'est la même chose. Ah non, tu verras qu'à la fin, ils vont finir séparés. Oui. Mais non, là, non, ils n'étaient pas séparés. Bonne question. Donc, on a des peuples qui sont, vous voyez, complètement avalés. Il y a des pays comme l'Angleterre qui s'équipent, qui s'arment. L'Angleterre devient la première puissance navale du monde. Qui prépare à la paix, prépare à la guerre. En France, juste avant l'assassinat, on a des personnes très importantes qui appellent à la paix dans toute l'Europe. On a un personnage qui s'appelle Jean Jaurès. Et Jean Jaurès appellera à la paix entre les travailleurs de toutes les nations. Mais malheureusement, il sera assassiné le 31 juillet 1914. Alors, on revient. On va parler des alliances et de l'entente. Vous avez entendu parler de ça? La triple alliance, la triple entente? Vous voyez quelque chose? Alors. Donc, on a deux blocs. On a un mécanisme d'alliance et d'entente qui se forme. Un premier bloc, pour des raisons de rivalité franco-allemande dues à l'appétit envahisseur de la guerre de 1870, la France s'unit avec la Grande-Bretagne. Donc, il y a l'entente cordiale qui a été signée en 1904. La Russie, qui est en conflit avec l'Allemagne, et cela, ce sera appelé la triple entente. On a un second bloc qui se forme, on le voit sur la carte, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et on a aussi les Italiens. Donc ça sera appelé la triple alliance. Alors les Italiens, c'est très particulier. Vous savez ce qui s'est passé, les Italiens? On vous a dit un petit peu? Alors, dites. Voilà, donc en début de guerre, on va dire en 1914, ils étaient dans l'Alliance, ils étaient avec les Allemands, mais au départ, ils sont restés neutres. Ils sont restés neutres, ils se sont dit on va pas faire la guerre, c'est un tout jeune État. Et après, ils sont rentrés dans l'entente parce que l'entente leur a promis, si vous participez à la guerre de notre côté, on vous promet des territoires. Si vous regardez d'ailleurs l'Italie, il y a une petite partie de l'Autriche-Hongrie maintenant qui est intégrée à l'Italie. Oui, t'as des questions, garçon? Si vis pacem para bellum, ça veut dire qui prépare à la guerre, qui prépare à la paix, prépare à la guerre. C'est du latin. Alors, on continue. Je résume. C'est parti. La Serbie, donc l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Serbie, qui est l'allié de la Russie. La Russie, donc cette dernière est l'alliée de la France, et dans la foulée, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la France le 1er août 1918. Donc ça fait comme un effet domino, entre alliés et ennemis, on a les déclarations de guerre. Et enfin, le Royaume-Uni, qui est l'allié de la France, va déclarer la guerre à l'Allemagne, tout simplement parce que l'Allemagne envahit la Belgique, parce que la Belgique est un pays neutre. Voilà. Donc tous ces pays rentrent en guerre. Donc on va parler maintenant de la mobilisation. Alors, en France, les 2 premières semaines d'août, 2 887 000 hommes de 18 à 48 ans sont mobilisés par l'armée. Émile est mobilisé, son fils a 1 mois. Il est mobilisé à Chaumont, en Haute-Marne. Donc, ici on a le suivi militaire d'Émile, on voit la date de recrutement, on voit les régiments par lesquels il est passé. On voit le décret, vous voyez bien, décret du 1er août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914, passé au 109e régiment d'infanterie le 24 août en 1915. Alors, il y avait le 95e régiment, mais le 95e régiment et le 109e régiment étaient quasiment intégrés. On y reviendra un petit peu plus tard, oui.
Ah, il avait quel âge quand il est rentré dans la guerre? Il est né en 1881. J'ai dit quoi, combien tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Puis les calculs, 1914. Donc Chaumont, c'est ici. Hein. Donc, au départ, il est sur Bourges, puis après il monte à Chaumont. Donc le 109e régiment. Vous savez ce que c'est qu'un régiment d'infanterie? Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Oui. C'est un petit groupe un petit groupe, ça peut être un grand groupe. Ça peut être un grand groupe, oui. C'est des militaires qui vont à des missions. Alors ça va être quel genre de militaire? Il y a plusieurs types d'armées. Ouais, c'est l'armée de... Comment on pourrait l'appeler maintenant? Comment? L'armée de terre, ouais. Hein, le régiment d'infanterie, c'est l'armée de terre, c'est ceux qui sont directement au sol, qui vont se battre contre les ennemis. Oui, jeune homme. Une cigarette. Ouais, à l'époque, c'était pas censuré. Hein, ça faisait bien de poser avec une cigarette. On devrait l'enlever, mais voilà. Oh ouais, ouais, ça je sais pas, j'étais pas là pour le voir. Le 109e régiment d'infanterie, alors oui, j'ai oublié, l'équipement du sapeur. Alors, c'est important. On pourra regarder ensemble si vous voulez tout à l'heure. Il y a tout un équipement. Hein, donc, les premiers soldats qui partent en 1914, ils ont une tunique qui est complètement différente, hein, qui va changer, qui va évoluer. Ils ont un pantalon rouge et ils ont une cotte, qui est une veste qui va être plutôt bleue, assez voyante. Hein. Et puis et avec un fusil et une baïonnette. On a la description de tout l'équipement et de la tenue. Dans le livret aussi, ce qui est intéressant, on vous parle de l'hygiène du soldat. On va y revenir un petit peu après. Alors on demande d'avoir une tenue correcte, d'avoir des cheveux bien coupés courts, on leur demande d'avoir même la moustache bien coupée, d'être propre, de se laver, d'avoir des habits propres, etc., etc., comment porter son sac, etc., etc. Donc le 109e régiment d'infanterie est dirigé par le colonel Aubry. Le périple d'Émile commence dans les Vosges. Alors les Vosges, vous savez où c'est? C'est dans quelle région? Non, pas du tout. Bon. Ben, les Vosges, c'est ici, hein, c'est en Alsace. Donc le col de la Chipote, hein, il va se battre dans cette région-là de France. Alors, on n'est pas encore... qu'est-ce qui caractérise la guerre 14-18? On vous l'a dit. Ils se battent comment, les soldats? C'est une guerre comment? Oui. Oui, au corps à corps et dans les tranchées. Sauf que les premières batailles, ça ne va pas être vraiment dans les tranchées, ça va être plutôt une guerre de position, ils vont dans les forêts, etc. Ils vont bouger, les armées vont bouger. Donc là, cette bataille-là, c'est pas encore la guerre de tranchées. C'est le 25 août, c'est près d'Épinal, les Français subissent 4000 morts, mais ils sortent victorieux le 10 septembre. Le 109e régiment, ensuite, part dans la Marne, vers le secteur de Berthe-les-Hurlus, mais il part aussitôt en Artois. Donc là, c'est des photos du col de la Chipote, vous voyez bien, c'est dans la forêt. C'est des photos de poilus. Donc il va en Artois et cela appelle la bataille du Grand Éperon à Blain-Saint-Nazaire. Donc c'est tout au nord, vous voyez, tout au nord de la France. D'ailleurs, il y a une nécropole juste à côté. Donc c'est de janvier 1915 à octobre 1915. Donc ils combattent auprès des soldats britanniques. Et là, c'est le début de la guerre des tranchées, ce qu'on appelle la guerre d'usure. L'offensive de l'Artois fait 288 000 morts dans les deux camps confondus. En tout. Voilà. Alors, voici ce qui reste de la mairie d'Ablain-Saint-Nazaire à l'époque. On voit un obus, on voit des soldats qui sont à l'attaque. La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a de spécial, la Première Guerre mondiale? Par rapport aux anciennes guerres, oui. C'est la guerre du camouflage. Ouais, mais qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on commence à utiliser? Oui. Or, des armes à feu, ça fait longtemps. Autre chose. Oui, toi. Les masques à gaz. Alors, les masques à gaz, on va y venir. Oui, c'était bien. Oui. Les obus, bon, ça existait déjà un petit peu avant, mais... les casques, oui. Des mitrailleuses. Ah, là, tu m'intéresses.
Mais des mitrailleuses, qu'est-ce qu'on peut utiliser là? On va utiliser des choses qui vont être modernes. Voilà, c'est moderne. On va avoir des équipements. Tu voulais dire quelque chose, Jonathan? Oui. Comment? L'aviation, c'est bien, c'est ce que je voulais entendre. L'aviation. Oui, la Première Guerre mondiale, ça devient une boucherie. C'est une guerre massive, c'est aussi une escalade aux prouesses technologiques prête à tuer son prochain. On a ici, par exemple, les gros canons 75 de l'armée française. On a une mitrailleuse Hotchkiss. On a un canon de 105 mm, encore l'armée française. On voit des chars d'assaut, les premiers chars. C'est pas vraiment blindé. Hein, on a le char Big Willy, le char anglais. On a un char Schneider. Est-ce qu'il y a des électrotech ici? Non, il n'y a pas d'électrotech. On a le char Schneider, donc c'est français. Le char Saint-Chaumont, c'est français. Et ici, on a le char AC2V allemand. Donc on commence à déployer de la technique. Et bien sûr, l'aviation. Hein. L'aviation, on a le triplan Fokker allemand rendu célèbre par le Baron Rouge. On a le biplan Blériot, avion de l'armée française, et le biplan anglais Bristol. Donc on utilise les premiers avions. Oui. Le Baron, non, c'était le nom d'un aviateur allemand qui a descendu 50 avions anglais, de l'armée anglaise. Voilà, en bataille. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'appelait, parce que les avions allemands étaient de couleur rouge, c'est pour ça qu'on l'appelait le Baron Rouge. C'est aussi l'apparition des gaz. C'est qui m'a dit les gaz tout à l'heure? Ouais, c'est bien, hein, les gaz. Les gaz qu'on appelle le gaz moutarde, l'hypérite, qui va attaquer les muqueuses, ça va les brûler à forte dose, et ça brûle la peau. Alors, au début, j'ai réussi à retrouver des photos. Au début, ils avaient carrément un chiffon hein, pour se protéger des gaz, ils n'avaient pas grand-chose. Après, on a mis en place des masques à gaz. Et là, on a même... Ouais, mais pourquoi à quoi ils servaient les chiens? Oui, alors toi, dis-moi. Entre les deux tranchées, il y avait le champ de bataille. Et quand il y avait, par exemple, un homme qui était touché et qui hurlait, ils envoyaient un chien pour le tenir compagnie. Ah, ça, c'est une belle jolie vision. Oui. Ah bon, c'est utilisé pour communiquer aussi pas mal. Mais cette version-là, je ne la connaissais pas. Mais je voyais plutôt la version communication. Oui. Mais aussi, ça ne fait pas attaquer les autres ennemis. Allez, non. Donc, j'ai pas compris. Ils ne pouvaient pas attaquer les ennemis, les chiens? Non, ils les attaquaient pas. Non. On continue. Alors, les soldats qui sont partis, vous savez, vous connaissez l'expression, ils étaient partis en 1914 avec, comment on dit, la fleur? Très bien, la fleur au fusil. Ah oui, j'ai oublié les obus, hein. Bon, la production massive d'obus, hein, une usine d'obus. Hein. Voilà. Et c'était les femmes françaises qui produisaient les obus pour tuer les hommes allemands, et puis c'était les femmes allemandes qui produisaient les obus pour tuer les hommes français, les soldats français. Alors les conditions de vie des poilus. Alors les conditions sont terribles. Entre-temps, on a le changement d'uniforme. On a un uniforme qui se devient gris-bleu, qui est quand même plus facile pour se camoufler pour un soldat. Parce que le rouge-bleu, c'était pas évident pour se cacher, surtout la partie rouge. Et l'arrivée du casque, bien sûr, jeune homme, c'est très bien, l'arrivée du casque. Les conditions d'hygiène des soldats, sont rudes. Hein. On est très loin des conseils prodigués dans le livre du soldat. Hein. Ils sont pleins de poux, il y a des rats, la nourriture est avariée, il y a les puanteurs des cadavres des camarades et des animaux en décomposition. C'est le quotidien du soldat français qui devient le poilu. Les soldats écrivent à leur famille, les lettres sont lues avant d'être expédiées, sont parfois censurées, hein, il y a des parties qui sont retirées, parfois n'arrivent pas du tout à destination. Ou quand des fois on reçoit une lettre, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on censurait les lettres, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on les... Oui. Alors, toi, Voilà, pour ne pas inquiéter les familles. On continue avec Émile.
Donc Émile est encore vivant en 1916, hein. Il passe à travers les balles et les obus, il a de la chance est avec lui. Malheureusement, son frère Raymond aura eu moins de chance, enfin, de la chance, il restera en vie, mais il restera prisonnier pendant 4 ans dans des conditions horribles. Il dira, ses propos ont été rapportés par mon père, hein, ce fut les années les plus difficiles de ma vie, j'aurais préféré combattre. Auguste, vous avez vu, au début, il y a tous son 3 frères, hein, le cadet des Bouchons, il s'engage. Au départ, il n'avait pas été mobilisé parce que c'était le dernier de la famille. Ben, il s'engage et il fait partie du régiment du génie. Alors le génie, c'est pas un génie qui sort de sa lampe, hein, il ne fait pas ça du tout. Le génie, il posait des bombes. D'ailleurs, plus tard, il aura des compétences pour pouvoir faire du sabotage pendant la guerre 39-45. Le 109e régiment d'infanterie part à Verdun. Vous avez tous entendu la bataille de Verdun. Elle commence le 21 février 1916. C'est la plus longue bataille de la guerre 14-18. Elle dure 10 mois. Donc il y a un général qui a été célèbre, pour ça, j'en parlais de 2. Donc vous avez certainement entendu parler de ces derniers temps du général, du maréchal, il était maréchal Pétain. Hein. Malheureusement, il entachera l'histoire de France par la répression des mutins et le gouvernement de Vichy, de collaboration. La ville de Verdun est entourée par les Allemands. Il faut savoir que c'est une ville qui est dans une cuvette. Je suis allé, une ville dans une cuvette. Et les Allemands veulent saigner à blanc les Français. Voilà ce qu'ils disent. Ils veulent saigner à blanc les Français. C'est une bataille stratégique. Elle rappelle de mauvais souvenirs, et surtout le mauvais souvenir de la bataille de Sedan de 1870. Et il y a une revanche à prendre. Verdun, c'est aussi un centre, c'est une ville au centre d'un bassin minier. Il y a 3 bataillons allemands qui entourent Verdun. Verdun est aussi une ville très conflictuelle, qui a été alternativement à la fois en France et en Allemagne, plusieurs fois dans l'histoire. On se l'est battu, c'est une ville pour laquelle les Français ont battu pour la récupérer, et les Allemands l'ont battu pour la récupérer, plusieurs fois. Alors, il y a un autre général que je voudrais citer, qui a réussi qui a réussi à rendre l'armée française glorieuse de Verdun, c'est le général Nivelle, qui a le mérite de l'enrayement définitif de l'armée allemande. Alors Verdun, ça fait 700 000 pertes, 362 000 soldats français. Vous vous rendez compte? 362 000. Ça fait beaucoup. Vous savez combien on a, Pithiviers? Oh ouais, j'irais plutôt, oui, 10 000, 12 000. Encore, 12 000, ça doit être ça. Je ne me trompe pas? Même pas 10 000. Même pas 10 000. Donc, 337 000 soldats allemands y périssent. C'est énorme. Énorme. On compte les morts. On essaye de les identifier parfois. On y reviendra un peu plus tard. La ville de Verdun recevra, comme Châteaudun, tout à l'heure, je vous ai parlé de la ville de Châteaudun, la Légion d'honneur par le président Poincaré le 13 septembre 1916. Alors, ici, on a une photo des soldats en convalescence. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette photo? Oui. Oui, mais pas que ça. Ouais. Mais est-ce que qu'est-ce qu'elle vous donne comme impression, cette photo? Ouais. Vous n'avez pas de pile cassée, non? Oui. De la chirurgie, mais est-ce que ça vous donne, ça vous montre quoi? Ça vous avez l'impression que tout va bien, qu'on prend soin d'eux, qu'ils sont bien, c'est propre? Non, pas du tout, non. On a plutôt l'impression qu'ils posent pour la photo, oui. Des soldats blessés, oui, mais on voit que c'est plutôt une image, une photo qui est utilisée pour la propagande. On montre que les hommes blessés au front sont bien traités, sont des hôpitaux super propres, les lits sont très beaux, très propres, ils posent, ils ont l'air d'être bien traités. Mais malheureusement, c'est pas trop ce qui se passe sur le terrain. Ensuite,
À côté de Verdun, Émile il participe à la bataille du fort du Douaumont. Alors c'est un fort qui a été érigé par l'armée française, un fort de défense dans laquelle les soldats français se sont fait enfermer par les Allemands. Hein. Ils subissent de lourdes pertes, 100 000 morts du côté français. C'est quasiment une tombe, hein. Ils sont encerclés. Le fort est pris par les Allemands, puis, le 13 octobre 1916, le fort est repris par l'armée française. Donc là, il y a des photos personnelles. Il faut savoir que maintenant, à Douaumont, au fort de Vaux, hein, on a le célèbre soir, peut-être que vous avez entendu parler, hein, où il repose plein de soldats, et autour, il y a plein de cimetières militaires. Oui. Alors, le bâtiment ici regroupe beaucoup de corps de soldats qui sont pas connus, pas identifiés. En dessous du... En fait, on descend, on va à l'intérieur. Non, c'est quasiment ça, mais en plus grand. Hein, ils sont beaucoup plus. Enfin, Émile, il va dans la Somme, à Estrée-des-Nicourt, pardon. Donc ici, donc la bataille de la Somme, c'est une bataille terrible. Hein. Il combat auprès des Britanniques, des Canadiens, des Indiens, de l'Inde. Hein. C'est la bataille la plus sanglante de la guerre 14-18. Ça fait 1 200 000 morts des deux côtés, 500 000 Britanniques, 500 000 Allemands, 200 000 Français. C'est encore une guerre d'usure pour gagner ou ne pas perdre quelques mètres. Les groupes s'enlisent dans les tranchées, le moral des troupes se fatigue, s'use, et il y a des premières mutineries qui seront durement réprimées par le général Pétain. Alors voilà la Somme, la bataille de la Somme qui se passe ici. On a les soldats britanniques, on les reconnaît par leur casque plat. C'est une bataille très sanglante, très longue. On a des photos, ça c'est des photos personnelles. Alors il y a une personnelle, là c'est une photo que j'ai récupérée sur internet. Quand on y va, tout est bosselé partout, on voit encore les trous d'obus. Hein, Émile tombe le 12 septembre 1916. Il tombe au combat. Il décède, il se fait tuer par les Allemands. L'arrière-grand-mère, Georgette Bouchon, devient veuve. Ici, on a son certificat de décès. 12 septembre 1916, qui a été édité le 28 janvier 1917. Donc, elle a dû attendre un petit peu avant de le savoir. Ensuite, on poursuit. Les Américains arrivent pour aider les Français. Alors, vous savez pourquoi les Américains ils rentrent en guerre Vous connaissez la raison? Oui. Alors, on était déjà de leur côté. Dites-moi, jeune homme. Ouais, ça, oui, sûrement, oui, mais autre chose quand même, plus noble, on va dire. Pour une raison noble. Allons-y. Oui. Non, c'est pas ça. Bon, je vais vous répondre. Les Américains, en fait, ils rentrent en guerre tout simplement pour aider l'allié... Alors, tu veux dire quelque chose, garçon? Je ne sais pas laisser la parole, excuse-moi. Dis. Parce que, en fait, les Allemands portaient une cargaison sur la mer et Oui, ça, oui. Il y a eu cette partie-là, oui. Il y a eu des attaques par les Allemands, oui, ça c'est vrai. Et aussi, il y a... parce que... les Français ont toujours été les alliés des Américains parce qu'on les a aidés à obtenir l'indépendance. Voilà, aussi il y avait ça. C'est pour ça qu'on les a envoyés en France. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des soldats américains, mademoiselle? Ouais, et comment ils sont équipés d'après vous? La jeune fille dans le fond. Ils sont mieux équipés que tous les autres parce que les Américains ils ont plus d'argent que... Alors là, à cette époque-là, non, pas du tout, tu te trompes. Oh, non. Là, non, c'est plutôt le contraire. Ils sont venus un petit peu, pas très bien équipés. Ils sont venus en nombre, mais pas très bien équipés. Ils étaient équipés la plupart du temps par les armées françaises et britanniques. Oui. ils sont habillés comme des cow-boys. Ouais, ils ont des chapeaux, ils n'ont pas de casque en plus, hein, vous voyez. Ils arrivent, ils ont juste des chapeaux. Hein. Comment? Oui, nous aussi on n'avait pas de casque. Alors sans oublier aussi
on parle, je voudrais quand même qu'on en parle beaucoup, c'est important, de tous les soldats qui sont issus de nos colonies, parce qu'on parle de l'armée française, mais l'armée française, c'était des soldats qui venaient d'Algérie, qui venaient du Sénégal, qui venaient de Côte d'Ivoire, qui venaient de Nouvelle-Calédonie, et qui venaient aussi d'Asie, d'Indochine. Voilà. Et qui sont morts, qui ont quitté leur pays, c'est-à-dire leur pays, leur continent, qui n'avaient jamais mis les pieds en France. Enfin, la seule fois où ils ont mis les pieds en France, c'est pour aller se battre. Contre les Allemands, ils ne connaissaient pas les Français, ils ne connaissaient pas les Allemands, et ils allaient se battre. Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus. Fin de la guerre. Alors l'Allemagne, elle est prise en étau. L'Empire allemand et l'Allemagne l'Austro-Hongrie sont prises en étau. Sur le front de l'Ouest, on a la partie ici, les soldats britanniques, américains, la bataille de la Somme-Verdun, et les Français, et à l'Est, les Russes. L'Italie arrive à gagner du terrain sur l'Empire austro-hongrois. Ce qui se passe aussi, en même temps, c'est qu'en Allemagne, l'Allemagne est prise en étau, mais à l'intérieur, ça va très mal en Allemagne. Depuis janvier 1918, il y a une révolution. Les gens ne veulent plus faire la guerre. Il y a une anarchiste qui s'appelle Rosa Luxembourg, qui a suscité une révolte du peuple contre Guillaume, le Kaiser. Donc, le Kaiser est obligé d'abdiquer. Le Kaiser abdique, donc forcément, cela entraîne le 11 novembre, donc le 10 novembre, le Kaiser abdique, et le 11 novembre 1918, eh ben, on signe l'armistice, la France a gagné. Et les... Oui. Comment? J'entends pas. Aux autres frères. Eh ben, on va y venir. C'est une bonne question. On va en parler. Je vais vous en parler. Alors, bilan de la guerre. Vous savez combien elle a fait de morts, la Première Guerre mondiale? 10 millions. 10 millions, très bien. 10 millions. Alors, bilan de la guerre, c'est 10 millions de morts. On a les fameuses gueules cassées. 10 millions de morts. Vous savez combien ça fait de morts par jour? On va pas faire le calcul, c'est dur. Ça fait 6 000 morts par jour. On a dit que Pithiviers, c'était 8 000 habitants, c'est ça, hein? En gros, en 2 jours, c'est comme si on passait Pithiviers, qu'on rayait de la carte Pithiviers. Vous vous rendez compte? C'est énorme. 6 000 morts par jour. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. La France est le pays le plus touché. On déplore 1 450 000 morts disparus. C'est gigantesque, historique. C'est la première fois que l'humanité rencontre ça. Sans compter les invalides. Ceux qu'on appellera les gueules cassées, qui seront malheureusement la plupart du temps pas des héros parce qu'ils ne seront pas morts. Ils reviendront estropiés, ils seront à la charge des familles et à la charge de la société. Oui. Donc, conséquences géographiques. Alors il y a le traité de Versailles qui est signé comme en 1871 dans la Galerie des Glaces en 1919. Et voilà ce qui se passe. Alors vous voyez que là il disait oui, l'Autriche, Hongrie, etc. Donc la carte de l'Europe change complètement. On a des nouveaux pays qui apparaissent. On a la réapparition de la Pologne. On a l'Hongrie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie. L'Allemagne est déjà réduite. Vous voyez que l'Italie a gagné du terrain. On a ici l'union dans les pays baltes qui s'appelle la Yougoslavie. Oui. La Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, oui. Yougoslavie, tout ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Ah, Ça n'existe plus. maintenant c'est parti à l'Allemagne, la Tchécoslovaquie. Non, pas du tout. C'est la République tchèque et la Slovaquie. Donc ici, on a aussi l'Empire ottoman qui devient la Turquie et après la Syrie, l'Irak, etc. L'Allemagne est condamnée à payer un lourd tribut à la France et elle est humiliée. C'est un retour de manivelle de 1870. On leur envoie là pareil.
elle est obligée d'endosser toutes les responsabilités de la Première Guerre mondiale. Il y a un économiste qui s'appelle Keynes qui dira que ce sera probablement l'acte d'accusation le plus grave. Et il dira que ça amènera forcément le prochain conflit. Il faut savoir qu'aussi l'Allemagne sera interdite de créer une armée. Alors on revient à la famille Bouchon. Alors, qu'est-ce qui se passe, les frères? Émile, on lui attribue 2 médailles. On lui attribue la médaille militaire, elle est là, à titre posthume, après sa mort, et il recevra aussi la croix de guerre. Alors je vais vous expliquer les 2 médailles. La médaille militaire, c'est une médaille qui a été créée par Napoléon III. C'est la 3e décoration la plus importante après la Légion d'honneur. On l'appelle la médaille, la Légion d'honneur des hommes de rang ou des sous-officiers. Et la croix de guerre, c'est une récompense qui est octroyée à tous les soldats qui ont su faire preuve de courage face à l'ennemi, en 14-18. Ici, on a le certificat de remise, vous pouvez le trouver là. Donc on retrouve le régiment, donc 109e régiment, et on voit que ça a été édité à Chaumont en 1922, si je me souviens bien. Sur le monument aux morts du petit village dans le Berry, on voit bien ici, Émile Bouchon. J'y suis allé en 2011, j'ai retrouvé la sépulture de mon arrière-grand-père qui est dans la Somme. Donc il a de la chance, on a pu récupérer son corps, on a pu l'enterrer, il y en avait pas mal des fois qu'on ne récupérait pas. Donc il a une sépulture avec une tombe numérotée 2546. Donc peut-être si vous êtes intéressé par vos ancêtres, vous pouvez demander à vos parents, faire des recherches. Il y a des sites internet pour ça. Je vous encourage. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me demander après, je vous dirai comment faire. Donc Émile, il repose ici, dans la nécropole de Maucourt. Alors qu'est-ce qui se passe des frères? Ah bah tiens, alors les frères, Auguste, il revient, glorieux même. Il revient bien glorieux parce que lui, il n'a pas été fait prisonnier. Raymond, lui, il a passé 4 ans quand même en détention avec les Allemands, donc il revient complètement cassé. Et il se marie avec sa belle-sœur, donc la femme d'Émile. Ouais, ils n'ont pas de lien parenté. Il se marie avec sa belle-sœur. Bah si, ça se fait. Émile est mort, donc il se marie. C'est comme ça à l'époque, c'était pour pouvoir éduquer l'enfant. Donc on voit ici, on voit les descendants. Donc encore l'arrière-grand-mère qui est ici. On voit un petit garçon, ici c'est mon grand-père, qui grandira plus tard. Et donc Raymond a des enfants avec mon arrière-grand-mère, qui seront à la fois pour moi des cousins. Et il s'appellera Georges. Il y en a une seule de vivante encore. Ouais, une seule, ouais. Alors, 39-45, rebelote. Eh ben oui, c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon grand-père, il fait son service militaire et puis il retourne à la guerre. C'est-à-dire que c'est une famille, on est tous passés, quoi. Donc ici, c'est mon grand-père, quand il est tout jeune militaire, pour son service. Et puis, il part en 1939 faire la guerre. Et puis, il a été fait prisonnier de guerre en Autriche. Alors, conclusion. Alors, juste une petite chose. Oui, juste pour dire que la guerre, moi, en ce qui me concerne, pour la famille, elle a fait beaucoup de mal. On a perdu beaucoup de choses, on a perdu des terres, on a perdu des héritages. Ma grand-mère paternelle aussi a beaucoup subi. Des gens qui n'ont pas connu leur père. Mon grand-père disait, la guerre, ce sont toujours ceux qui la font, qui la subissent, et ce sont toujours ceux qui l'organisent, qui la gagnent. La Première Guerre mondiale, c'est des fabricants industriels qui existent toujours. On vous a vu quoi tout à l'heure? Des mitrailleuses, Krups, Krups ils font des cafetières,
On a Siemens qui ils faisaient des chars d'assaut, maintenant ils font des automates. Maintenant Schneider, ils font des contacteurs. Daimler fait des voitures et Renault faisait des chars, mais maintenant ils font des voitures. Bayer fabriquait l'hypérite, en passant. Oui. Ils ont fabriqué des chars, des tracteurs. Pour les Allemands, ouais. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire, et je vais un petit peu rebondir sur ce qu'a dit le proviseur tout à l'heure, grâce à la construction d'une paix durable depuis 1945, hein, la génération de mon père, c'est-à-dire mon père est né en 1947, c'est la première génération en France à ne pas avoir connu de guerre. Donc c'est un peu inédit quand même, ce que vous a dit monsieur le proviseur tout à l'heure. Je voudrais citer Jean Jaurès, hein, qui disait qu'il serait vraiment triste que nous n'ayons aucun moyen d'empêcher les luttes et les meurtres entre les nations. Je vais vous lire un petit texte un petit peu pour vous rappeler le 11 novembre, que c'est un moment assez important. Je vais vous dire moi ce que je ressens quand c'est le 11 novembre. Lorsque mon esprit pense au mois de novembre, je vois une masse grise, des sépultures et des croix. C'est le mois où la nature coupe court à la verdure, se brunit et disparaît pour laisser des squelettes d'arbres qui ont déjà pleuré toutes leurs feuilles. Il ne reste plus que les conifères, fiers de leurs pics verts. Comme si l'agressivité était la seule survivante à l'hécatombe de la beauté. Les morts de novembre, les noirs souvenirs du vendredi 13 au Bataclan et la triste commémoration du 11 novembre. À croire que l'artillerie s'est arrêtée en ce mois désœuvré dans le dessein de rendre encore plus graves les commémorations qui suivront. Des hommes ont donné leur vie pour leur patrie, dans une boucherie européenne organisée par les chefs d'État aveugles. Des fabricants d'armes ont fait un petit peu d'argent, hein, ils ont préparé les années, ce qu'on a appelé ensuite les années folles. Des femmes ont perdu leur mari, leur père, leur fils, voire les trois. D'autres, au lieu d'être veuves, se sont retrouvées avec des gueules cassées. Vous imaginez un petit peu avoir un mari avec la tête toute défaite, hein? Oui. Voilà, donc ça ne devait pas être très très drôle. À ce que je voudrais terminer sur une petite citation d'un écrivain qui s'appelle Romain Gary et d'un réalisateur qui disait que le patriotisme c'est l'amour de l'autre et que le nationalisme c'est la haine des autres, de son prochain. Dans la période tourmentée dans laquelle nous vivons, n'oublions pas que nous avons la chance, tous ici, hein, que nous avons la chance de vivre en paix. C'est précieux, c'est très précieux. N'oublions pas aussi que la guerre est toujours présente. Elle est présente en Syrie, au Yémen, sur le continent africain, sur le continent asiatique. Alors c'est à vous, la jeunesse, à nous tous, hein, ici que je m'adresse particulièrement. Il faut préserver la paix et transmettre ce message à vos amis, ce message de paix, ce message d'amour à vos amis, vos proches, vos parents, et peut-être plus tard, j'espère pour vous, vos enfants. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais tout simplement, rapidement, parler de quelques petits... je voulais remercier pour ce travail mon papa. J'ai pioché quelques informations dans l'encyclopédie Universalis. Allez-y, il y a des sites internet, s'il y en a qui sont intéressés par la Seconde Guerre mondiale, je vous invite, si vous avez des questions, allez me voir, je suis dans les ateliers. Si vous voulez faire des recherches sur vos aïeux, sur vos grands-parents, je pourrais vous guider pour vous montrer comment faire. Je pourrais prendre du temps avec vous. Allez, je te donnerai pas la parole après, jeune homme. Il y a des sites sur des mémoriaux de bataille de la Somme, mémorial des régiments d'infanterie. Tous les historiques des régiments d'infanterie sont en ligne. Il y a des très bons documentaires sur Arte. Il y a un site qui est super pour les photos des armées, ça s'appelle Ch'timiste, qui est vraiment génial. Je remercie mes collègues, Madame Passini aussi, qui m'a laissé carte blanche pour cette journée particulière. Je remercie aussi le lycée Jean de la Taille, vous les jeunes, pour votre attention.
Et ben, si vous aimez lire ou regarder des films, je vous conseille vivement de regarder un film qui est très bien, qui a été censuré en France pendant beaucoup de temps, un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire. Hein, ça parle des mutineries. Vous savez c'est quoi les mutineries? Oui. Par exemple, une mutinerie, c'est quand c'est le bazar et que tout le monde est contre tout le monde. Alors, pas tout le monde est contre tout le monde. Dis-moi. Par exemple, une mutinerie, c'est tu fais semblant d'être dans le camp de quelqu'un alors que t'es dans le camp de... Non, c'est pas ça. C'est quand on... Alors, dis-moi, dernière réponse. Alors, t'es pas loin. C'est quand on ne veut plus aller se battre. Voilà. Il y a un film qui est bien, qui peut-être il se prêtera plus à votre génération, Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet. Il y a un film qui est sorti récemment, qui est tiré du roman de Pierre Lemaitre. Alors moi j'ai lu le roman, il est très bien. Le film est super, c'est Au revoir là-haut, qui parle des gueules cassées. Voilà, le thème c'est les gueules cassées. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Alors, je vais passer le micro parce que je sens... Vas-y, là, tu parles un micro. Comme un pour maintenant. Comment? C'est sur mon grand-père que Et... oui, mais ça peut intéresser tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient peut-être consulter des sites de recherche par rapport à leurs arrière-grands-pères Oui, non? Personne? Bon, bah, on va vous laisser. Alors, si vous voulez, on vous invite à regarder les expositions.